Bonjour à tous et bienvenue à ce 13e Café Export, dernier Café Export qui clôture un petit peu notre saison, en tout cas 2019-2020, plutôt 2020. On va passer après dans une édition d'été pour le Café Export et puis on reviendra à la rentrée en septembre. On parlera à la fin du café pour vous dire tout simplement quelles vont être un petit peu les nouvelles et les modifications qui vont se faire sur les prochaines éditions. Mais avant, aujourd'hui, on va parler de Made in Canada, Made in Québec, de savoir un petit peu la perception du fabriqué au Québec ou au Canada à l'international et comment l'utiliser au maximum ou au contraire ne pas l'utiliser. On est 120 inscrits aujourd'hui, on va bientôt débuter, il est presque 10 heures, il est 10 heures passées d'ailleurs. Je remercie tout de suite EDC et la presse qui soutiennent financièrement le Café Export et bien évidemment Développement économique Canada et le Québec qui nous permettent de livrer ces Cafés Export depuis le début de la crise. Et on reparlera aussi bien évidemment de votre perception du Café Export. On a fait un petit sondage, on va vous en reparler. Donc, comme chaque semaine, je vais commencer par l'actualité. On va avoir un petit segment avec Sébastien de Canadian Food Wholesaler qui va nous parler un petit peu de la perception du Made in Canada et du Made in Québec, de comment eux l'utilisent dans l'industrie de l'agroalimentaire à l'international. Et ensuite, on va vous parler des suites du Café Export. On devait vous parler du sondage international. Malheureusement, la compilation des chiffres et l'analyse des chiffres n'étaient pas finalisées pour ce Café Export. Donc, on reviendra avec vous peut-être dans l'édition d'été ou peut-être à la rentrée avec plus de chiffres. En tout cas, désolé, on a fait on a pivoté comme beaucoup d'entre vous pendant la crise. Donc, on va commencer tout de suite avec les actualités. Un rapide tour du monde autour de la relance. Pas mal d'informations sur la relance. Donc, le Brésil, au niveau… bon, c'est lié à l'économie, mais disons que la courbe de Covid ne s'aplatit pas. Donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour la relance économique au niveau du Brésil. Et ce qui est dit dans l'article, c'est qu'il n'arrive, le pic, en tout cas, le point de baisse n'est pas encore atteint et ils ne savent pas vraiment quand il va être atteint. Donc ça, vous avez des affaires avec le Brésil, on vous encourage à vous tenir au courant et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et éventuellement on sera ravis de vous mettre en relation avec les personnes responsables sur place qu'on a eu dans le Café Export. Au niveau des tarifs douaniers avec les États-Unis, bon, ça c'est, on commence tout de suite par des mauvaises nouvelles. Les États-Unis ont l'intention de réimposer des tarifs sur l'importation de l'aluminium canadien. C'est toujours le même jeu, métal versus aluminium. Donc, tenez-vous au courant si jamais vous faites de l'importation d'aluminium depuis, enfin, si vous exportez plus exactement des produits à base d'aluminium ou de l'aluminium brut vers les États-Unis, il se pourrait qu'on retourne vers une mini-guerre des tarifs. La Grande-Bretagne va injecter 100 milliards dans son économie pour la relancer. Donc, la Grande-Bretagne, entre le Covid et le Brexit, a été très durement touchée au niveau de l'économie. Donc là, ils sont en train de réinjecter beaucoup d'argent pour relancer leur économie. Donc, à suivre, c'est un marché relativement intéressant pour pas mal de domaines d'activité. Donc, suivez ça de près. Au niveau de la zone euro, on a des signes positifs de relance de l'économie. On aura sûrement la chance d'en discuter avec Sébastien par la suite, puisqu'ils ont des activités notamment en France et puis dans d'autres pays européens. Mais le point intéressant dans cet article sur la zone euro, c'est que l'indice de consommation, donc PMI en fait, était à 31,9 en mai. Il est passé à 47,5 en juin, donc une hausse de 15,6, excusez-moi, ce qui est une hausse record déjà. Et deuxièmement, en fait, ça montre une confiance du consommateur et un appétit en fait pour la consommation. Donc, c'est une bonne chose pour l'économie. Juste pour vous donner un ordre d'idée, 47,5,
La barre des 50 indique plus ou moins s'il y a une contraction de l'économie ou une expansion, tout simplement. Donc, on est très proche de retourner vers une expansion. Mais en tout cas, si la courbe continue en juillet, on pourrait déjà avoir un regain de consommation dès juillet sur la zone euro, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si vous avez des activités là-bas. Une nouvelle plutôt attendue, mais une baisse de 18,5. Donc, c'est l'organisation du World Trade qui nous dit que là, il y a eu une baisse de 18,5 sur le deuxième trimestre 2020, ce qui était attendu, et une baisse du volume de marchandises transportées, exportées dans le monde de moins 3% en comparaison avec le même mois en 2019. L'Afrique, enfin, pour tout ce qui est du tour du monde. Donc, comme vous voyez, on fait presque le tour du monde. Il nous manque quelques petites zones dans le monde et puis on aura fait le tour du monde. Là, il y avait une zone de libre-échange qui allait être mise en place sur le continent africain. Elle avait été mise un petit peu en pause pendant le coronavirus, mais ils vont reprendre, enfin, ils ont repris déjà pendant la crise, mais ils vont continuer et ils vont l'accélérer pour que ça ne retarde pas beaucoup en fait, cette zone de libre-échange. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour le continent africain. Et pour l'ensemble d'entre vous, si jamais vous avez des affaires en Afrique ou projetez d'exporter en Afrique, vous bénéficierez quand même d'une zone avec beaucoup de consommateurs et très riche aussi, donc en ressources bien évidemment. Donc, on va passer maintenant à la suite. Donc, c'est les bonnes nouvelles maintenant. Une injection de 30 millions de dollars dans l'économie circulaire fait par Fondation et la ville de Montréal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque pour l'économie circulaire, ça vise à avoir une économie plus verte, plus responsable. Donc, c'est très intéressant. C'est clairement une économie d'avenir. Donc, c'est une bonne chose et on est très heureux d'avoir entendu cette nouvelle et qui fait partie des bonnes nouvelles de la semaine. L'Ontario met fin au confinement, à 3 mois de confinement. Donc, les commerces réouvrent en Ontario. C'est aussi une très bonne nouvelle. Je vous avoue, sur la partie commerce interprovincial, on a cherché un petit peu de savoir quel était l'état des frontières interprovinciales, puisqu'on avait une question entre nous et puis avec différentes personnes aussi à l'externe. Et on se posait la question en fait de savoir quel était l'état des frontières interprovinciales. Est-ce qu'elles étaient fermées? Est-ce qu'elles n'étaient pas fermées? Le Nouveau-Brunswick a une certaine politique par rapport au déplacement. Et on n'a rien trouvé d'officiel. En fait, tout ce qu'on a trouvé, c'est que c'est pas clair. Donc, on continuera de chercher. Dès qu'on aura une information, on sera ravis de vous la communiquer. En tout cas, c'est la fin du confinement au niveau de Toronto et de l'Ontario. Cirque du Soleil, donc le gouvernement du Québec donne son soutien pour la recapitalisation du cirque. Donc, vous savez sûrement que le Cirque du Soleil est un petit peu en difficulté et qui recherche à se refinancer des nouveaux acquéreurs. Donc, le gouvernement en fait a simplement dit qu'il soutiendrait en fait la recapitalisation du cirque, donc en soutenant les futurs entrepreneurs pour des emprunts, pour plein de choses. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle en espérant que le Cirque du Soleil retrouvera très rapidement une nouvelle jeunesse. Et enfin, une autre très bonne nouvelle qu'on a trouvée, Prévu 3D, j'espère que je dis bien leur nom, a obtenu 2,5 millions d'un nouveau fonds provenant notamment du Japon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Prévu 3D font de la visualisation d'espace où vous pouvez ajouter du mobilier. Grosso modo, quand vous faites des achats, vous pouvez visualiser la pièce. C'est un petit peu de la réalité augmentée, c'est même pas un petit peu, c'est de la réalité augmentée. Et vous pouvez essayer des objets que vous souhaitez acheter dans votre pièce, réagencer votre pièce. Donc, c'est plutôt intéressant comme produit. Je massacre possiblement leur pitch. Donc, on se fera un plaisir de les inviter dans les prochaines éditions pour que vous ayez un vrai pitch. Mais en tout cas, ils ont obtenu
un très beau fonds de 2,5 millions et du Japon. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les investissements directs étrangers continuent à arriver sur Montréal et que les entreprises montréalaises, québécoises restent attrayantes pour les investissements étrangers, qui est une bonne chose. Et ça conclut notre point sur les nouvelles. Je suis dans les temps, magnifique. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on avance avec Sébastien. Donc, je vais lui demander d'ouvrir sa caméra. Oui, parfait. Qui devrait apparaître dans quelques instants. Voici. Rebonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue au Café Export. Merci. Eh bien, écoute, je te propose de commencer très simplement par nous dire un petit peu qu'est-ce que fait Canadian Food Wholesaler et puis un petit peu où vous en êtes au niveau du commerce international. Parfait, merci. En fait, Canadian Food Wholesaler est grossiste international de produits alimentaires canadiens, mais à très forte majorité québécois. On est dans l'alimentaire. On se spécialise vraiment dans l'alimentation, qui est une spécialisation spécifique. Donc, ce qu'on a préparé, c'est qu'on a préparé un petit schéma. Donc, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Je vais juste me présenter brièvement. Bon, évidemment, c'est moi le fondateur de Canadian Food Wholesaler. On le dit en anglais parce qu'on est à l'international, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je travaille depuis à peu près 30 ans dans le milieu grossiste. J'ai travaillé pour des grandes entreprises comme Colabor, comme Provigo, comme Loblaw. Provigo puis Loblaw. Dans le secteur grossiste, j'ai été gérant de catégorie et j'ai été aussi directeur de compte au niveau des ventes, mais toujours dans l'alimentation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au cours de mes années passées pour des grandes entreprises, j'ai remarqué des qualités et des défauts à notre représentation à l'international. Donc, j'ai décidé de créer Canadian Food Wholesaler pour parer justement à ce maillon manquant-là, qui est la commercialisation internationale. Donc, ce qu'on fait, c'est, bon, on est en 7 étapes, si on veut. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare avec le chef d'entreprise, on s'entend que c'est des très petites et moyennes entreprises. Les grosses n'ont pas nécessairement besoin de nous. Ils sont capables de se débrouiller tout seuls, ils ont leurs propres équipes. Ils envoient leurs propres conteneurs pleins, généralement. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de nos services pour ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de commercialiser le Québec et le Canada, mais surtout le Québec alimentaire, à l'international. Donc, tout de suite, l'étape après la représentation, nous, on est très, très fort, le Québec et le Canada sont très forts pour se représenter à l'international. On a des belles plateformes, on a des belles associations pour le faire. Nous, c'est l'étape après. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le produit pour l'export. Donc, on travaille avec des marchés comme l'Europe, Cuba, les Caraïbes. Donc, on doit adapter le produit en fonction du pays visé. Donc, on travaille avec des agences spécialisées à l'étranger, dans les pays visés, pour adapter le produit. On travaille avec le manufacturier pour l'adapter, étiquette, recette, etc. Et quand on est sûr que ça va passer les douanes, on l'achète à la palette et on le consolide dans des conteneurs et on l'envoie dans nos entrepôts à l'étranger. Donc, nous, on a 2 entrepôts en Europe. Les 2 sont en France. Donc, on s'importe nous-mêmes. On exporte d'ici et on importe en France comme société non résidente, société étrangère non résidente. Donc, on importe nous-mêmes nos produits. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait une chaîne d'approvisionnement contrôlée exclusivement par des entreprises québécoises ou canadiennes. Donc, après avoir consolidé, on s'occupe de toutes les étapes au niveau des douanes, réglementations, etc. Et on l'envoie à notre entrepôt. On tient à peu près 30-60 jours de stock sur les marchés étrangers pour réapprovisionner rapidement les restaurateurs, les distributeurs, la grande distribution. Donc, c'est ça qui est la force du Canadian Food Wholesaler, c'est de rapprocher les stocks pour faire des promotions comme si c'était des produits locaux. Donc, d'où la commercialisation et promotion localement. Je ne dis pas qu'on n'était pas capable avant, mais c'était plus difficile parce que quand on est tributaire d'envoi 30-60 jours en mer, c'est difficile étant donné que les promotions sont à peu près 12 semaines à l'avance. C'est un petit peu difficile de dire le sirop, est-ce qu'il va arriver au bon temps pour faire la promotion. Donc, ça règle notre problème. En 24-48 heures, les clients sont livrés.
On a une plateforme de commercialisation B2B et B2C depuis peu pour l'approvisionnement de nos produits. Et on s'adresse aux distributeurs, restaurants, magasins, en fait, partout où on peut manger des produits distinctifs du Québec et du Canada. Parfait. Je vais te laisser continuer sur un petit peu votre écosystème rapidement, et puis après, on va discuter ensemble. Parfait, merci. Donc, en fait, on se dit, bon, une photo vaut 1000 mots. Alors, on a dessiné la première diapo, c'était pour qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est un peu pour représenter ce qu'on est, puis ce qu'on fait. Oui, on est juste dans l'alimentation, donc on peut être très bien... peut-être pas mis dans un cul-de-sac ou peinturé dans le mur, mais l'alimentation, c'est différent sur l'export. Par contre, nous, ce qu'on veut représenter ici, c'est qu'on est beaucoup plus que 6 employés. On est beaucoup plus que juste l'alimentation. On est le terreau fertile du Québec que vous voyez là, quelques logos des compagnies avec qui on travaille. Des fois, c'est plus long, l'export, c'est plus long. Donc, s'ils se voient là, ils disent « Oh, j'ai pas ça ». On essaie, mais c'est plus long. C'est très long de rentrer dans des grandes distributions à l'étranger ou de faire autoriser les produits, etc. Mais on travaille tous les produits. On a aussi notre propre marque. Je ne sais pas si c'est là que je peux en parler, mais je vais en parler pareil. Nictea, qui est une marque qu'on a décidé de bâtir. En fait, Nictea, c'est le nom latin du symbole aviaire du Québec, qui est l'arfan des neiges. Donc, Nictea, on prend sous notre aile les produits du terroir ou les produits distinctifs du Québec que les manufacturiers ne peuvent pas nécessairement payer pour le marketing, protéger leur marque, puis où des fois le nom ne se traduit pas tellement bien. Donc, nous, on s'occupe de ça avec des produits distinctifs. Donc, on a vraiment le terreau fertile du Québec. Ensuite, on a la chaîne logistique. Donc là, ce n'est pas de l'alimentation, ça, du transfert ferroviaire, du transport routier, des entrepôts, des camions pour aller livrer. On n'est pas rendu là, mais un jour, on va peut-être y arriver. Et puis, le port de Montréal, les bateaux, etc. Donc, on travaille vraiment avec l'univers de la chaîne logistique au grand complet. On travaille aussi avec les délégations du Québec à l'étranger. Beaucoup nous connaissent déjà. Je pense qu'on peut être vraiment l'expert agroalimentaire ou bioalimentaire du Québec à l'étranger. Et puis, on a notre équipe qui est passionnée à vouloir commercialiser le Québec à l'étranger. Peut-être ma première question en voyant ce graphique, c'est est-ce que vous travaillez avec les Trade Commissioners au niveau du Canada, les représentations canadiennes, ou beaucoup plus avec le Québec en ce moment? Ça dépend des pays. On travaille beaucoup avec Yannick Daly, je vais le nommer, qui est à l'ambassade du Canada à Paris, un spécialiste agroalimentaire. Donc, vraiment, lui se consacre principalement à l'agroalimentaire. Très, très bon. Ça fait longtemps qu'on travaille avec lui. On travaille aussi avec la direction de l'accès au marché du MAPAC, Sylvain Lacombe et son équipe. D'ailleurs, le MAPAC, qui est le ministère de l'agroalimentaire, si on veut, qui nous finance aussi pour des programmes de subvention à l'export, donc qui ont contribué à nous aider à propulser le Québec à l'étranger. Pourquoi je parle beaucoup du Québec? C'est que, évidemment, nous, c'est le Québec qu'on veut pousser. Par contre, ou cependant, on ne trouve pas nécessairement tout au Québec. Donc, on se donne le droit d'aller dans les autres provinces chercher ce que les acheteurs étrangers ont besoin. Comme par exemple, on va lancer bientôt une gamme de poissons. J'aimerais vraiment dire que le poisson est que du Québec, mais c'est difficile au niveau limitatif avec l'Océan Canada de déterminer que c'est québécois. Donc, on va lancer bientôt une gamme de poissons et de produits de la mer canadiens. Parfait. Ça nous amène un petit peu à la thématique du jour. Vous avez, intégré complètement le nom du Canada dans votre marque, enfin votre nom d'entreprise. Pourquoi ce choix déjà, peut-être? Pourquoi ce choix? C'est qu'on a le Québec, malheureusement, n'est pas encore assez connu à l'international pour qu'on puisse s'appeler Québec Food Wholesaler. Je l'ai acheté en site web, mais pour le moment, c'est vraiment le Canada. Donc, à part peut-être en France,
ou dans certains pays francophones ou francophiles, le Québec passe bien, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quelle base c'est le Canada. Donc, le Québec est dans le Canada. Donc, on a dit, bon, mais Canadian Photo Seller, je me suis fait accroché par une directrice d'un bureau du Québec à Cuba anciennement, puis qui m'avait dit « Pourquoi en anglais? » J'aurais vraiment aimé ça, que ce soit français, moi aussi, mais malheureusement, c'est l'anglais qui prime dans les relations internationales, donc c'est en anglais. Mais Nictea est international, avec un mot latin. On travaille aussi avec la fromagerie Saint-Guillaume, puis on ne peut pas avoir plus québécois ou plus francophone que ça. Puis c'est ce qu'on véhicule à l'étranger, c'est fromagerie Saint-Guillaume. C'est sûr qu'on le traduit à l'occasion, mais la fromagerie, c'est un nom québécois. On a les bars Kilo Solutions avec Isabelle Huot. Je ne veux pas plugger tous les produits qu'on a, là, mais je veux quand même prouver qu'on pousse les produits de marque nationale au même titre que Nictea. Et le mot canadienne dans votre marque, c'était pour positionner tout de suite en fait ce que vous faites. Mais du coup, tu pars un petit peu, je m'avance un petit peu, mais de la perception que le Canada, du coup, si on revient à notre sujet un peu général, que le Canada est bien perçu en fait sur l'exportation et spécifiquement sur l'exportation agroalimentaire, sinon tu ne l'aurais pas mis dans ta marque. Exact. Bien, c'est sûr qu'on est fiers. On est fiers. Si on n'avait pas le Québec ou le Canada alimentaire, on ne serait pas là. Si on n'avait pas toutes les industries bioalimentaires, on ne serait pas là. C'est ça que notre mission, c'est ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas l'inventer. Donc, oui, le Canada est très bien perçu au niveau de la qualité. Dans certains pays, ils sont meilleurs que nous. On va s'améliorer. Je pense que c'est ça aussi, nos accords de libre-échange. Ce n'est pas que d'envoyer ce qu'on a, c'est aussi de s'inspirer de leurs standards ou de leurs exigences. Puis nous, c'est ce qu'on fait dans la mesure du possible. Il y a des produits qu'on ne peut malheureusement pas exporter parce qu'on n'arrive pas aux standards exigés par les autres pays. Mais dans l'ensemble, la perception du Canada et même du Québec est très, très bonne. À Cuba, par exemple, on a fait un trade show, une foire commerciale, Québec-Cuba, mais évidemment, c'était beaucoup du Canada, beaucoup du rouge sur notre décor de show, mais c'est vraiment le Canada, c'est eux, pour eux, c'est vraiment des produits de qualité. Donc, je pense qu'il y a vraiment, nous, on croit que dans un pays émergent comme Cuba, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que vendre que du sucre ou que des produits de soya, etc., par exemple. Donc, le Canada est lié avec une image de qualité, parce que, pour être transparent, en fait, à l'international, on imagine moins le Canada sur l'agroalimentaire, plus sur le bois ou sur l'aluminium. Enfin, il y a une certaine idéologie du Canada qui en est faite à l'international, qui n'est pas forcément d'ailleurs vraie d'ailleurs et précise. Ouais. Mais le Québec a beaucoup plus une perception agroalimentaire, à mon sens, que le Canada. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Bien, je ne veux pas aller spécifiquement sur certains produits qui pourraient des fois être parfaits pour l'export, d'autres plus maintenant, etc. Donc, je ne veux pas nécessairement m'embarquer là-dedans, mais le Canada est bien perçu. C'est sûr que les gens qui travaillent dans des milieux d'autres secteurs comme le bois, l'aluminium, l'alimentation, ce n'est pas vraiment leur fort. Mais les gens de l'alimentation savent que le Canada est très bien perçu à l'étranger. On a été dans mon ancienne vie, avant que Canadian Food Wholesaler existe, j'avais inventé ou initié un autre projet chez Colabor et on avait été à Anuga, en Allemagne, qui était un des plus gros shows alimentaires. Et puis, il y avait le ministre de l'Agriculture de l'époque avec Canada Beef, qu'on avait fait Bœuf Canada, qu'on avait fait une représentation. C'était Saveurs du Canada, un peu comme on fait régulièrement à l'étranger. Puis, je tenais vraiment que ce soit des produits québécois et des produits canadiens, qu'il n'y ait rien d'allemand, qu'il fallait vraiment que ça soit canadien. Puis, mais il y avait eu beaucoup de monde. Il y avait eu évidemment du bon travail des personnes en place, des délégués du Québec et du Canada. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc là, est-ce que ça, c'est une autre paire de manches, c'est les gens qui vont là pour goûter, est-ce qu'ils vont vraiment acheter? Ça, on ne s'était pas encore rendu là à l'époque. Est-ce que parce qu'on parle beaucoup de perception positive, est-ce qu'il y a des pays ou des zones où tu as soit une perception neutre, soit pas forcément une bonne perception du Canada au niveau de tes produits, ou c'est toujours bien accueilli
par rapport à ton expérience? Écoutez, là, on est quand même une jeune société, une jeune entreprise. On a 30 mois de vie. Si on a 30 mois de vie plus mon expérience de 30 ans, bon, ça une bonne moyenne quand même. Mais on n'a pas eu vraiment de refus en soi de produits qui disent « Ah non, moi, je n'aime pas votre qualité ». On connaît certains acteurs européens, on pourrait dire, qui parlent pas nécessairement bien de certains de nos produits, mais je pense que ça tend à changer. Puis je pense que c'est un peu l'exemple que je voulais pas nécessairement nommer, mais je pense que c'est là qu'il faut adapter. Si notre industrie à nous n'est pas prête à avoir les exigences européennes, par exemple, mais travaillons-les. Faisons un peu comme le pharmaceutique, faisons de l'autodiscipline. Pour justement y arriver. Si c'est bon pour les Européens ou bon pour ailleurs, bien, ça va être aussi bon pour les Québécois et les Canadiens. Oui, on sait que les accords de libre-échange, notamment sur tout ce qui est agroalimentaire, en fait, c'est sous-utilisé au niveau du Canada, surtout l'accord Union européenne-Canada. Les Européens utilisent énormément plus les quotas d'accords que l'inverse. Je pense qu'ils sont utilisés, si je ne dis pas de bêtises, et puis il faudrait valider les chiffres, mais à peu près à 80% dans un sens et puis moins de 20%, voire moins de 10% dans l'autre sens. Oui. Canada vers l'Europe. Tu parles beaucoup de normes, enfin, je le comprends comme des normes ou des normes d'hygiène, j'imagine, ou des normes de fabrication. C'est beaucoup plus réglementé. Et puis, je reviens sur la perception. Il y a eu toute une campagne, entre guillemets, dans les médias au moment de la signature de l'accord, notamment en France et puis dans d'autres pays européens. Comme, il y avait une perception des produits canadiens comme pas artisanal, en fait, très, très collé à l'image des États-Unis. Ils faisaient l'Amérique du Nord dans son ensemble. Est-ce que c'est une image que t'as eue ou est-ce que… Non, mais pas dans notre cas à nous. Peut-être que dans d'autres cas, ça arrive. C'est un petit peu dur à répondre à la question dans le sens que c'est assez large. C'est que les gens, nous, ce qu'on ne veut pas nécessairement, puis j'ai jamais trouvé vraiment de produits, de termes francophones, mais de MeToo. On ne veut pas envoyer une confiture aux fraises dans un pays où tout le monde a de la confiture aux fraises, où chacun fait de la… Tu sais, c'est ça un peu le MeToo, c'est des produits semblables juste pour plaire au niveau marketing. C'est ça la définition théorique. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est des produits que les Européens n'ont pas, ou que Cuba pas, ou que d'autres pays n'ont pas. C'est ça notre force. Il faut pousser des produits qu'eux n'ont pas. Ça ne sert à rien d'envoyer des pâtes en Italie, là, on s'entend. Il faudrait avoir du sirop d'érable dedans là, pour que ça passe. Là. Donc, je pense que ça n'arrivera pas. Donc, je ne pense pas qu'il faut se battre sur ce terrain-là. Il faut vraiment avoir des produits distinctifs. Donc, moi, mon équipe et moi, on l'utilise beaucoup, le mot distinctif, parce que c'est ça qui va faire la force des accords de libre-échange pour l'Europe. Le Mexique, tout ça, je ne suis pas encore assez à l'aise avec ça. On va y arriver peut-être plus dans l'année prochaine. Là, vraiment, on a fort à faire avec la France et l'Europe en ce moment. Et Cuba, c'est nos deux marchés qu'on travaille en simultané. Cuba est très arrêté, malheureusement, ces temps-ci, mais ça va repartir plus à l'automne. Donc, on est pour parler avec Joanne Desnoyers, d'ailleurs, qui est à Cuba pour le Québec. Donc, on travaille beaucoup avec les équipes en place, justement, pour être au fait de tout ce qui se passe. Nous, on est… Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais nous, on est vraiment dans l'action. Donc, dans la commercialisation, on veut vendre. C'est comme ça qu'on va survivre, c'est comme ça qu'on va vivre. On a eu 4 mois tranquilles. On a eu 1 mois d'avance sur le Québec et le Canada. Donc, nous, on a vraiment 4 mois tranquilles, mais là, ça repart juin, c'est incroyable. On a de la demande pour les fromages, notre fromage, le fromage en grains, c'est notre produit phare. On a aussi des sodas, on a des bars collations, etc. On a déjà des produits en stock en France, prêts à être à livrer. C'est ce qu'on fait. Et on a des conteneurs qui partent. On attendait que ça se calme un peu au niveau des douanes, tout ça, pour que ce soit à plein, que toutes les équipes soient là, parce que si notre stock reste pris à une douane, s'il y a des coûts, etc. Donc, nous, nos marges c'est des marges de grande distribution.
Donc, c'est pas comme traditionnellement des importateurs qui prennent beaucoup de marge et que quand ils vendent, c'est des ventes historiques. Nous, on cherche la grande distribution, on cherche à faire rouler le stock. Juste un point, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A ou dans le chat. Benoît et Jérémy vont se faire un plaisir de les relayer. En fait, il y a deux petites questions, on va les prendre et puis après, j'en aurai d'autres pour toi. Déjà, une question très très simple, est-ce que vous êtes une OBNL ou est-ce que vous êtes à but lucratif, tout simplement? On est à but lucratif, même si on ne l'est pas encore. On est à but lucratif. Puis, on y avait pensé aussi dans le début de dire, bon, est-ce qu'on fait une coop, etc. Le choix s'est arrêté sur à but lucratif. Encore là, il n'y a aucun jugement sur d'autres choses, sur d'autres concepts, mais je trouve que c'est bien d'être lucratif quand on fait de la commercialisation. Parce que ce qu'on fait, c'est des transactions. Donc, on veut vendre. Mes gens sont payés avec des bonifications, entre autres, sont payés avec des salaires, mais avec de la bonification. Donc, ils veulent vendre. Puis, même au-delà de la passion, il faut quand même des incitatifs financiers, autant pour tout le monde, en fait. Donc, autant pour le manufacturier qui fabrique le produit, lui, il veut être payé rapidement, que le client, à l'autre bout, veut payer un prix honnête. Nous, ce qu'on fait, c'est des prix livrés aux clients. Donc, il n'y a pas de complication de dire, bon, il faut que tu rajoutes ça. On simplifie l'export, mais on simplifie l'import aussi pour les acheteurs à l'étranger. La complication, c'est nous qui l'avons. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut développer justement une grappe d'experts à l'interne de Canadian Food Wholesalers. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller chercher des gens spécialisés dans leur domaine. Donc, évidemment, tout ça a un coût. Parfait. Est-ce que vous exportez aux États-Unis? C'est une question. Non. Pour le moment, ce n'est pas dans le plan d'affaires parce que les manufacturiers, c'est pratiquement notre jardin. Donc, les gens ont pas que, là, je ne veux pas minimiser encore, mais ils engagent un courtier, un distributeur et hop, c'est là, c'est facile à aller se représenter ou c'était facile d'aller se représenter. Peut-être que mais on est ouvert à toute opportunité, évidemment. Et même question, on me pose la question sur l'Afrique francophone notamment. Est-ce que oui, à plus long terme, c'est vraiment des gros marchés, mais c'est des gros marchés en émergence qui demandent beaucoup d'énergie. Donc là, présentement, pour nos pays en émergence, on est sur Cuba. Donc, Cuba aussi, c'est assez demandant au niveau énergie, au niveau financier, etc. Donc, nous, on y croit énormément. On a déjà mis nos opérations. On a déjà des gens qui travaillent à temps plein là-bas pour développer les produits alimentaires québécois et canadiens. On a eu notre show, le show en décembre dernier. C'était incroyable la réaction. Les gens, ils ne sont pas habitués. D'habitude, tu vas dans un show à Cuba, tu as le produit, c'est un sac vide, là. Tu ne peux pas rentrer avec des produits tant que ce n'est pas autorisé. Donc, nous, on les a fait autoriser, on les a fait déguster. Vous pourrez voir sur nos réseaux sociaux, on a des vidéos, etc. Donc, c'est une première, ça ne s'était jamais vu. C'est très, très difficile de rentrer des produits à Cuba. Une fois que c'est rentré, c'est bon, mais d'y rentrer, ce n'est pas facile. Et nous, on s'adresse vraiment à tout le personnel diplomatique, tous les importateurs, mais surtout le personnel diplomatique et le secteur privé de Cuba. Et du coup, ça m'amène à une autre question. On a parlé de plein de zones différentes. Est-ce que tu as tendance à utiliser Québec ou Canada en fonction des zones? Ou est-ce que vous êtes Canada partout et puis tu vas avoir une pointe de Québec? Comment tu gères en fait ton image de marque en fait en appuyant plus le Québec des fois, plus le Canada? Ou éventuellement, est-ce que tu as imaginé appuyer d'autres provinces sur certains produits où ça aurait un impact, en fait? C'est une excellente question. Canadian Food Wholesalers, ça le dit déjà. Donc, si les gens parlent anglais, ils savent que on est grossiste alimentaire canadien, mais grossiste international d'autant plus. Mais le Québec, Nictéa avec l'Arfand des Neiges, c'est vraiment que des produits québécois. Donc, ça on dit fièrement. Nictéa, avec une petite feuille d'érable qu'on va lancer bientôt, c'est des poissons canadiens. On va relancer ça en Europe. Mais, somme toute, on travaille beaucoup sur le Québec. Mais le Québec, mais
Comme on dit souvent, le Québec est dans le Canada. Donc là, les gens, au niveau de la perception, on pense que le Québec est fort, par exemple, en France, mais il y a 2 ans, il fallait que je me batte gentiment avec la personne au marketing pour mettre le drapeau du Québec pour la fête nationale pour une dégustation de poutine. Puis on dit, non, c'est le fédéral. Je dis, non, le fédéral, c'est le Canada, c'est la semaine prochaine. Mais là, pour le moment, c'est le fleur-de-lysée, là, c'est ça qu'il faut mettre. Alors, ça n'avait pas été facile. Donc, imaginez-vous, ça, c'est en France, en banlieue de Paris. Imaginez-vous dans d'autres pays, c'est pas facile. Mais je pense que ça soit made in Québec, made in Canada, l'important, c'est que ça soit manufacturier ici, que le fromage, par exemple, Bull Z à Richmond, avec qui on travaille, bon, bien, Bull Z, c'est anglophone, c'est l'Estrie, Richmond, mais c'est un produit québécois, mais que ça soit perçu comme un produit québécois ou canadien. L'important, c'est que ça soit fabriqué et vendu à l'étranger et consommé à l'étranger. Donc, c'est plus ça notre approche, c'est de dire, quand les gens veulent que ce soit Made in Canada, on ne se battra pas pour dire non, c'est Québec. Oui, c'est canadien. Même les gens à la direction de l'accès au marché, disent souvent, mais nous, on est au Québec, on est dans le pavillon du Canada, donc il faut... c'est comme ça qu'on est commercialisé. Il ne faut pas se battre avec ça. Ce qui est important, c'est l'unification de dire voici ce qu'on offre, voici ce que le Québec et le Canada offrent au monde en produits alimentaires. Et voilà. Je pense que c'est ça l'important. Ce n'est pas de se battre sur les drapeaux. Par contre, vous aviez une sous-question dans votre question. C'est oui, on peut aller regarder avec d'autres provinces, mais c'est pas nécessairement, il n'y a pas de politique dans notre mission. C'est si on a un bon vin au Québec puis que le client veut l'acheter, on va le commercialiser. Mais oui, si on a un vin de Niagara Falls, côté canadien évidemment, s'il y a un bon produit, on va le vendre aussi. Oui, non, mais ça, je le comprends bien. En fait, ma question était plus sur l'utilisation en fait du Made in Québec ou du Made in Colombie-Britannique, si on peut le dire, ou Made in New Brunswick, j'en sais rien. L'utiliser quand ça a une valeur marketing. La discussion. On n'est pas rendu là, en fait. Parfait. Vraiment, parce qu'on est Québécois, on est au Québec. Je pense qu'on a un terreau fertile, je le dis dans ma slide, dans ma diapositive. On a un terreau fertile au Québec. Je pense qu'on a 2400 entreprises, on a un demi-million d'emplois. Je veux dire, on a en masse au Québec pour produire ce que le monde a besoin. Par contre, dans certains cas, presque exceptionnels, on peut aller voir ailleurs. Ce n'est pas qu'on est contre le Canada ou contre le hors-Québec. Ce n'est pas ça. C'est qu'on a décidé d'avoir des produits québécois et des produits canadiens. On a quelques questions sur plutôt un peu le business model ou en tout cas comment vous fonctionnez en termes de… Ce qu'on fera, c'est qu'on te relaiera les questions et puis tu répondras directement aux personnes directement. Je vais poser une petite dernière question. Les gens se posent la question en fait, de savoir si vous faites de la distribution aussi dans le Canada. Notamment parce qu'il y a la question est qu'il y a beaucoup d'entreprises du Québec qui recherchent des distributeurs pour aller dans l'Ouest canadien ou dans les autres provinces. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas encore? Bien, on a l'opportunité de le faire. Évidemment, notre équipe et moi aussi, j'ai une grande expérience sur le Canada. Notre fonction principale est l'export hors Canada. Mais on est en train comme encore là, c'est pas qu'on veut nécessairement déroger de notre plan d'affaires, mais on veut regarder qu'est-ce qui est tout. Il faut. La crise sanitaire nous a fait penser à diversifier nos revenus. Mais là, ça repart de plus belle. On va toucher du bois, mais c'est pas un non. C'est pas un non. Puis, c'est peut-être, on pourrait dire, du cas par cas. C'est pas dans vos projets forcément à court terme, mais éventuellement, s'il y a une opportunité qui se développe. Exactement. Parce que nous, on est une équipe de 6 employés. En septembre, on va se déployer encore plus grand, mais c'est basé sur des pays spécifiques, des régions spécifiques. On a une vice-présidente au niveau de l'export en Europe. On en a un aussi pour Cuba et les Caraïbes, Amérique latine. Bon, Amérique latine, ces temps-ci, comme vous le disiez dans les nouvelles, c'est pas le temps de développer vraiment l'Amérique latine. Mais on est jeune, on ne fermera pas demain matin. Donc, il faut se garder des projets pour les autres années. Bien sûr. Non, mais ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et puis, c'est ce qu'on dit souvent aux entreprises, de se focusser sur certains marchés spécifiques et de surtout pas en déroger à moins d'opportunités exceptionnelles.
et de bien les évaluer parce que sinon on se disperse et puis du coup on fait moins de choses moins rapidement. Mais pour répondre à votre question, la personne qui a posé la question, vous pouvez aussi me faire suivre les questions, puis je vais regarder. Si ce n'est pas moi, j'ai des gens que je connais qui pourraient, des gens fiables que je pourrais référer. Il n'y a pas de problème. Ben, on va compiler les différentes questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps d'y répondre. On va pas mal, là, on arrive pas mal au niveau de notre temps. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au niveau de la perception du Canada, il y a quand même une très bonne perception du Canada à l'étranger et dans l'agroalimentaire qui est ton domaine, ça passe bien. Le Québec est un peu encore méconnu à l'international. On peut l'utiliser avec parcimonie dans certains marchés spécifiques, mais c'est difficile. Enfin, plus difficile, disons, en tout cas à date. Il me reste à te remercier puis à te laisser un petit mot de la fin si tu le souhaites, Sébastien. Parfait, merci beaucoup. En fait, pour réagir à ce que tu viens justement de dire, c'est que ce n'est pas nécessairement que le Québec est mal perçu, c'est au niveau marketing, c'est que le Québec est dans le Canada. Donc, généralement, même partout, on ne s'obstine pas à dire « moi, je suis Québécois, je ne suis pas Canadien, je suis Québécois ». On est Canadien, puis ça vient du Québec, puis c'est des emplois au Québec. S'il y a des emplois en Ontario, c'est des emplois en Ontario. Ce qui est important, c'est de vendre le Canada dans son ensemble. Puis, le Québec, etc. C'est plus ça que je veux lancer. Nous, notre mission, on a décidé que c'était majoritairement québécois et aller chercher à l'extérieur. Mais il y en a peut-être d'autres que c'est le contraire ou que c'est… Peu importe. L'important, ce n'est pas de se battre entre nous, c'est de s'unir entre nous, un peu comme on le fait au Québec, de dire d'être solidaire, mais pour l'étranger. Je dis souvent, c'est acheter local ailleurs. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire, autant pour les Québécois expatriés que pour les Français, que pour les Européens qui sont venus ici, qui veulent. C'est ça qu'on veut faire, c'est de commercialiser le Québec à l'international. Oui, et puis ça contribue aussi à la notoriété du pays, à la perception du pays à travers plein de choses. Donc, il me reste à te souhaiter bonne continuation, Sébastien. Merci On aura beaucoup. l'occasion de rediscuter. Merci d'avoir participé au Café Export sur la thématique du Made in Canada, Made in Québec. C'est sûr qu'on aura d'autres discussions là-dessus à la rentrée, donc tu seras toujours le bienvenu. Parfait, Et à bientôt. Merci beaucoup. Je vais enchaîner tout de suite, donc vous restez avec moi bien évidemment. On va rapidement se faire un petit retour sur le Café Export. Donc comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on n'a pas pu malheureusement faire le sondage international qui avait été fait par la Chambre de commerce ces dernières semaines, puisque les chiffres n'ont pas fini d'être compilés et n'ont pas fini d'être analysés. Donc, vous aurez probablement une communication de façon générale faite par la Chambre de commerce sur les résultats du sondage. On y reviendra sûrement à la rentrée de notre côté. Donc, il me reste à vous parler un petit peu de qu'est-ce que va devenir le Café Export et comment il va évoluer. Parce que ce Café Export conclut en fait la série de Café Export, des 13 Cafés Export qu'on a fait principalement pour la crise, pour vous supporter pendant la crise, pour vous aider et pour donner la parole à la fois des entrepreneurs, des experts, des représentants du Québec ou du Canada à l'étranger. Donc, on a essayé de rassembler la plupart des choses et surtout de parler d'international malgré une crise internationale. Où on en est? On a fait un petit sondage qu'on vous a fait parvenir. On a eu à peu près 80, pas à peu près d'ailleurs, on a eu 80 répondants. Donc, merci à ceux qui ont répondu au sondage. C'est vraiment aidant en fait d'avoir des retours et puis ça nous permet d'ajuster par la suite. Pour vous faire un petit retour sur les perceptions que vous avez du Café Export, on a 69% d'entre vous qui ont trouvé nos thématiques intéressantes, très intéressantes. Je vous passe les mots et les questions qu'on avait posées, mais globalement, ce qu'on a vu en tout cas, c'est que vous avez apprécié ce qu'on a fait et ça, on vous en remercie. La thématique, on avait plusieurs thématiques. On avait une thématique mise à jour gouvernementale, une thématique tour du monde, actualité, une thématique expert, une thématique entrepreneur. Globalement, on décèle rien qui s'est dégagé. Un petit peu plus la thématique des mises à jour gouvernementales parce que j'espère que ça a permis à certains d'entre vous de vous tenir à jour et d'y voir plus clair. On l'espère en tout cas. Mais on l'a vite enlevé. Enfin, on l'a enlevé sur les dernières semaines tout simplement parce qu'on trouvait qu'il y avait moins de contenu et c'était moins pertinent. Puis dans une volonté aussi d'emmener le Café Export en sortie de crise. Et puis vous avez vu qu'on en parle de moins en moins du Covid. Bien sûr dans les news puisque ça fait quand même partie des actualités
mais on évite, en tout cas on n'évite pas forcément, mais c'est juste que nos sujets ne nous emmènent pas forcément à toujours reparler des 3 derniers mois et on veut plus se tourner vers la suite que vers l'avant. Donc on va aussi chercher des nouvelles thématiques. On a fait un sondage pour savoir comment faire évoluer ce format parce que 1 heure toutes les semaines, on se disait que c'était peut-être un peu intense pour l'écoute. Mais 98% d'entre vous nous ont dit qu'ils aimaient bien le format actuel et ils aimaient bien le fait que les panélistes aient un support visuel ou en tout cas qu'on voit les panélistes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que le format plaît. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on va le conserver dans son état actuel parce qu'on aime bien essayer de nouvelles choses aussi. Peut-être que ça vous plaira, les nouveaux formats. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté. Et ensuite, sujet intéressant pour nous, puisque dans l'évolution du format, on en avait parlé un petit peu, on voulait l'emmener tout doucement vers des nouveaux formats aussi. 42% d'entre vous sont intéressés par le format balado, donc podcast. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va potentiellement essayer aussi. Ce qui nous emmène à l'édition d'été. Donc cet été, on va changer un petit peu le format. On va déjà passer aux 2 semaines, tout simplement parce que c'est l'été. Puis l'équipe étant un peu plus en vacances, on a aussi beaucoup de choses à faire pour préparer la relance au niveau de septembre. Donc on va passer sur un format toutes les 2 semaines. Donc le prochain Café Export, ce sera le 9 juillet. On va passer sur un format réduit aussi. On est sur 1 heure actuellement, on va passer sur un format de 45 minutes. On aura toujours une section actualité d'à peu près 10 minutes. Et on aura la parole à un entrepreneur. On a décidé cet été, du moins, de se focuser sur les entrepreneurs, sur leur expérience à l'international, sur des discussions qui ne vont pas forcément être thématisées. C'est-à-dire qu'on va inviter quelqu'un à parler de son expérience à l'international. L'idée, c'est de parler pendant une 30aine de minutes avec cette personne et de discuter de ses expériences à l'international sans pour autant essayer d'en dégager des conseils, des recommandations. On n'est pas là pour vous donner des outils non plus. On va juste être sur une discussion inspirante d'un entrepreneur, on l'espère en tout cas, d'un entrepreneur à l'international pour soit vous donner le goût d'aller à l'international si vous n'y êtes pas encore, soit peut-être apprendre de ces anecdotes ou simplement pour vous divertir parce que écouter un entrepreneur parler de son expérience, c'est toujours intéressant. L'international ramène une couche encore plus intéressante à mon sens, puisque c'est un petit peu comme les aventures de voyage, si vous voulez. Donc, on va essayer d'aller sur ces thématiques-là, à la fois à mi-chemin entre l'inspiration et le divertissement. On va voir comment ça évolue. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous amener des thématiques estivales. Donc, on va essayer de parler de choses qui ont rapport avec l'été. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on va essayer de dévoiler la programmation très prochainement, sûrement la semaine prochaine, pour vous dire un petit peu quelle va être la programmation de cet été. Et je vous laisse un petit peu la surprise sur les thématiques qu'on va aborder. Et enfin, le dernier point qui est non négligeable, c'est que vous allez voir de nouvelles têtes. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais animer les Cafés Export cet été, ce sont les gens de mon équipe. Donc, comme vous voyez, il y a 4 personnes dans mon équipe, et ben, il y aura 4 Cafés Export cet été, 4 animateurs différents. Je vous le dis tout de suite, on ne fera pas de sondage pour savoir qui était le mieux et puis qui a amené le plus de gens. Ce n'est pas le but. Simplement, c'est pour changer un petit peu, pour faire progresser tout le monde aussi dans le sein d'équipe. Donc, je trouvais ça intéressant de leur donner la parole aussi. Enfin, et du coup, vous allez pouvoir voir en vrai qui c'est Jérémy et Benoît dont je parle depuis à peu près 13 Cafés Export et vous ne voyez jamais la tête. On a un petit sondage. On voudrait avoir vos retours, en fait, vos impressions sur le fait que… qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes totalement d'accord avec nous? Vous allez continuer à nous suivre cet été? Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Ou vous préférez le format actuel et puis vous ne voulez pas qu'il change et puis vous voulez absolument continuer dans la même dynamique. Je vous laisse répondre sur le sondage rapidement et puis on y reviendra après par la suite pour voir les résultats. Donc, l'édition de la rentrée maintenant, ça nous amène à parler un petit peu de la rentrée. Je pense, et puis ça, ce n'est pas encore acté, mais on va garder ça aux 2 semaines. Tout simplement pour avoir un petit peu plus de contenu pertinent, pour avoir un peu plus de temps aussi pour nous d'aller chercher des intervenants
toujours plus pertinents et qui font de l'écho à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours en termes de ce que vous voulez écouter. C'est très important pour nous, ça nous permet d'amener du contenu qui est en corrélation avec vos besoins et ce que vous avez besoin. Le but du Café Expo, encore une fois, c'est de vraiment se concentrer sur vos besoins et ce qu'on a envie d'entendre, en fait, ce que vous avez envie d'entendre. Je pense qu'on va garder le format 45 minutes. On va voir ce que ça donne cet été, mais c'est un format qu'on trouve intéressant, un peu plus rapide, un peu plus dynamique, ce qui va demander un peu plus de challenge, mais on aime ça, le challenge. Et enfin, on va sûrement lancer d'ici septembre, où ça arrivera peut-être courant de la rentrée, le format balado. Donc, les cafés export vont être disponibles. On ne sait pas encore si on va faire tout le café export ou séparer la partie actualité de la partie entrepreneuriale. Bref, on est encore en discussion là-dessus, mais on va lancer des balados. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi s'il y a des sujets particuliers, encore une fois. Si vous souhaitez avoir des informations sur comment s'abonner sur les chaînes de balado de la Chambre, si vous avez un avis sur le format balado, tout simplement. En tout cas, on est preneur de vos retours. Et enfin, la dernière nouveauté qu'il y aura à la rentrée, c'est que probablement, on aura un nouveau lieu de diffusion. Donc, je touche du bois pour que tout se passe bien, mais on devrait être dans nos locaux à la Chambre. Aujourd'hui, on fait de la maison avec des moyens relativement professionnels, mais pas au niveau d'une web diffusion très forte. On risque peut-être d'avoir plus de moyens, un nouveau lieu. Donc, restez à l'affût. On aura plein de choses à vous proposer dès la rentrée et cet été. Ça conclut pas mal ce que je voulais vous dire. On a un petit dernier sondage sur qu'est-ce que vous pensez maintenant du format de podcast, de la rentrée, exactement ce que je viens de vous dire. Dites-nous un petit peu si encore une fois vous êtes avec nous, si vous êtes plutôt incertain ou si vous pensez que ça va pas fitter. Le format podcast est intéressant pour nous de savoir un petit peu est-ce que ça vaut la peine qu'on se donne du mal grosso modo à développer ce format ou au contraire ça vous intéresse pas du tout. Et je sais pas, avant de passer à la période de questions live, et puis je vous expliquerai pourquoi on a mis le live. Est-ce qu'on a les résultats des sondages, Jérémy, peut-être du premier? On a les résultats du premier sondage. Je pense que pour pouvoir les afficher, je vais devoir terminer celui qu'on est en train de lancer en ce moment. Donc, on va peut-être attendre quelques Okay. secondes. Je pense que tu peux voir. Vous aurez compris qu'on essaye des nouvelles fonctionnalités aussi de Zoom avec un peu plus d'interactivité. Parfait. Donc, comment trouvez-vous la proposition pour cet été? 56% d'entre vous ont dit « j'adore », 20% d'entre vous sont indécis et 24% d'entre vous préfèrent le format actuel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plus qui adorent, donc on va l'essayer. Et puis, on refera ce même sondage à la fin de l'été pour savoir comment vous avez aimé le format de l'été. Est-ce que sur le suivant, on a les résultats déjà, Jérémy? Oui, donc… OK. Donc, sur la rentrée et notamment sur le format podcast, on est plus mitigé, disons. Il y a un 37% d'entre vous qui adhèrent à l'idée de podcast, 42 qui sont indécis. Je serais curieux de savoir pourquoi ils sont indécis. Est-ce que c'est le format podcast qui ne sont pas à l'aise? Est-ce que c'est l'adaptation de ce qu'on fait en podcast ou toute autre raison? Je suis curieux. Et il y en a 20%, 21% d'entre vous qui ne pensent pas l'utiliser. Encore une fois, est-ce que c'est le format podcast que vous n'utilisez pas parce que vous n'utilisez pas de podcast? Est-ce que c'est écouter du contenu entrepreneurial ou des actualités en format podcast qui ne vous intéresse pas du tout? Curieux aussi, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations. On a mis une période de questions live parce qu'on ne prend pas énormément de questions sur nos parties, en tout cas sur notre Café Export. S'il y a des gens qui veulent s'exprimer et discuter,
de façon live avec moi. On a un 2-3 minutes. On peut prendre une ou deux questions s'il y a des gens qui souhaitent intervenir directement ou pas. Je vais vous demander, ce qu'on va faire, c'est que vous allez lever la main. Si vous ne savez pas lever la main, vous allez dans participants et vous avez une fonctionnalité, je pense, de lever la main en fait, Jérémy ou Benoît vont allumer votre caméra ou pas, d'ailleurs, selon votre choix, et allumer surtout votre micro pour qu'on vous entende et puis prendre des questions. On va laisser 1 minute. Benoît, Jérémy, vous me dites s'il y a des mains levées. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. On va juste conclure tranquillement notre dernier Café Export de la saison. On a Aziz en ce moment qu'on a ouvert le micro. Bonjour. Bonjour Aziz. Comment allez-vous? Ça va? Très bien, merci. Et vous? Merci, très bien. Premièrement, je suis très content d'assister à ce webinaire, très intéressant, très constructif. Par contre, moi, mon avis, je trouve que le Québec est timide. Les entreprises québécoises et canadiennes, et en particulier québécoises, elles sont timides à l'international. Il n'y a pas cette agressivité par rapport, parce que moi, je suis entrepreneur, je bouge trop, je fais l'Afrique, je fais l'Europe, je fais aussi même l'Amérique du Nord et même l'Asie. Et je vois les autres pays, comme ils sont agressifs au niveau de la vente de leurs produits, la représentation, être présent dans les salons internationaux, etc. Donc, l'avantage que le Québec a, elle a une diaspora internationale, parce qu'on a toutes les communautés presque ici. Pourquoi n'utilisez pas cette diaspora comme relais pour le développement de l'économie du Québec? Et donc, les entreprises québécoises peuvent donc utiliser cette diaspora qui est partie prenante dans l'économie du Québec et du Canada. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Ben, écoute, pour répondre un petit peu, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. L'avantage du Québec et du Canada, c'est qu'on a une double représentativité à l'international. On a les Trade Commissioners au niveau du Canada et les bureaux du Québec à l'étranger qui sont une double représentativité qui permettent de contribuer à cette diaspora. Je suis d'accord dans le sens où il y a un manque de pair à pair, disons, que les entrepreneurs québécois ou canadiens qui ont réussi à l'international ne sont pas assez visibles, à mon sens. Et là, c'est mon avis personnel, encore une fois, et puis je rejoins un petit peu ton avis, Aziz, là-dessus, et qu'il y a quelque chose à faire dans le maillage en fait, entre les entrepreneurs qui sont déjà sur les marchés locaux, à l'international, ciblés par les entrepreneurs qui veulent exporter depuis le Québec ou le Canada. Donc, bon point de vue, et puis je pense que ça rejoint ce qu'on essaye de faire aussi à travers nos missions commerciales à la Chambre de commerce. Donc, n'hésitez pas à suivre. Je plug un petit peu des produits de la Chambre de commerce de temps en temps, hein, vous l'aurez remarqué. On va conclure, il nous reste 2 minutes. Bien évidemment, tous les cafés export sont disponibles en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre et sur la page dédiée de notre site internet de la Chambre de commerce. Mes coordonnées, bien évidemment. Il me reste à remercier quand même encore une fois EDC, la presse, Développement économique Canada et le Québec de nous soutenir financièrement pour pouvoir vous livrer ces cafés export. Et il me reste à vous dire merci 1322 fois. C'est le nombre de participants qu'on a eu sur les 13 derniers cafés export. Donc, on est très fiers de ce chiffre et merci à vous d'avoir contribué à ce chiffre. Et j'espère vous revoir cet été et à la rentrée très bientôt. Bonne fin de journée et bon été. Au revoir.